Bonjour Hilaire Sopi, bonjour les éditions Sopi Prod, bonjour Monsieur Nouma. Bonjour Esther. Bonjour. Je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir ouvert la porte de votre maison et d'avoir accepté notre interview. Donc je me sens vraiment honorée de vous poser quelques questions car il faut noter que je suis l'une de vos admiratrices. Donc, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, de me parler de vous. Je sais que vous en avez toujours parlé dans les vidéos, mais je voudrais que vous me parliez devant, parce que j'ai vraiment envie de savoir qui vous êtes, Monsieur Nouma. Très bien, merci. Je vais d'abord ici vous remercier les éditions Sopi Prod pour ce qu'il fait pour la diaspora en général et pour le Cameroun en particulier. Parce qu'il n'y a pas que des Camerounais de la diaspora qui passent dans ces publications. Et je vais aussi le remercier pour les risques qu'il a pris de voyager de la France pour ici, pour venir encourager notre compatriote à Atlanta. Et donc je profite de l'occasion pour saluer cette compatriote si jamais elle nous suit, parce qu'on n'a pas toujours ici des Camerounais qui sont dans Internet en train de montrer leur nudité. On a des compatriotes comme celle d'Atlanta, je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé. Sylvie, bien, merci. Sylvie, qui fait dans la mode. J'ai vu cette publication, la salle était pleine, elle a été honorée par l'un de nos artistes connus et reconnus, Didier Yango. Donc, je profite pour passer un petit message à cette dame pour dire merci beaucoup et mes encouragements et remercier les éditions Pro d'avoir pu couvrir cet événement. Bien. Je voulais déjà commencer par honorer Hilaire Sopi lui-même, que je connais depuis plus d'une dizaine d'années, et pour le travail qu'il fait. Parce que nous, le Camerounais, ce que Paul Biya, vous m'excuserez toujours de prononcer le nom de ce monsieur parce que c'est devenu une maladie, Paul Biya nous a inculqué une mauvaise habitude, celle de nous détester et de ne savoir jamais apprécier. Donc je profite des éditions Prod qui, avec Hilaire Sopi lui-même, pour ce qu'il fait. Parce que si vous voyez un Camerounais vous encourager, c'est que vous êtes dans un couloir à deux. Quand vous vous retrouvez dans un couloir à deux, vous dites, ah Sop, vraiment merci beaucoup pour ce que tu fais, mes encouragements, vraiment j'aime bien ce que tu fais. Mais dès que vous tournez le dos, la prochaine personne qui va rencontrer dans le prochain couloir, est-ce que tu connais Sop? À dire, laisse ça, tu parles de quoi? C'est un bandit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je le vois marcher avec sa caméra, il raconte sa vie. Pourtant, ça nous honore à avoir des Camerounais qui, de par leur diversité, de par leur capacité à faire des choses, font la promotion de notre image, la promotion de notre culture, la promotion de nos valeurs et de notre expertise. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Camerounais de base n'arrive jamais à encourager l'autre. Quand le Camerounais vous encourage, il vous encourage avec un faux nom. Il vous dit, vous allez voir quelque part un nom arc-en-ciel. Mes félicitations. Mais il ne viendra jamais en face vous dire vraiment mes encouragements, se présenter là il y a plus de 3 personnes pour dire voilà j'encourage ce que fait tel. Non, jamais. Il ne le fera pas. Et ça c'est l'éducation que Paul Biya a. Nos parents ne nous ont pas éduqués comme ça. À nous détester, à nous haïr, à nous mépriser, à s'insulter. Et pour rien. C'est-à-dire qu'on va vous insulter pour rien. C'est-à-dire que quelqu'un va vous insulter pour comporter quelque chose qu'il a entendu, qu'il n'a pas vérifié. Et c'est ça qui fait la force de Patrice Nouma aujourd'hui et du CCT, de Junior Zogo, Njana Semé et tout le monde, parce que nous disons les choses avec des preuves. Donc, déjà pour d'entrée, je voulais donc saluer Hilaire Sopi, le responsable de Sopi Prod, pour son action, pour venir à notre rencontre, découvrir qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors, vous parlez de moi, personnellement, c'est écrire des tonnes et des tonnes des éditions Prod. Sopi Prod, vous voulez? Parce que je ne sais où commencer, mais il y a bien un début. Je suis un Camerounais né dans une grande famille, une famille nombreuse, comme on aime le dire chez nous. J'ai intégré les forces armées camerounaises pour des valeurs,
qu'elle incarne les valeurs du vivre ensemble, défendre notre pays, défendre, protéger nos compatriotes, les Camerounaises et les Camerounais, y compris les étrangers qui y vivent. Donc je rentre donc dans l'armée. Dieu merci, je suis allé suivre quelques formations en France, l'EAI, l'école d'application d'infanterie de Montpellier, Saint-Mexin l'école, l'école de commando à Montlouis, l'école de parachutistes. J'ai d'ailleurs été opéré à Bordeaux, au niveau du bas-ventre, j'ai une opération. Tout ça, c'est les séquelles de l'armée, parce que j'avais choisi servir une cause, servir, donner ma vie pour les autres. C'était ça ma motivation. Alors, ne trouvant plus les valeurs qui m'ont conduit à intégrer les forces armées camerounaises, j'ai choisi de partir. Je suis parti de l'armée, personne ne m'a jamais chassé des forces armées, je suis parti tout seul, j'étais fatigué, surtout pendant les villes mortes, où l'un de mes chefs, le colonel Ondoa, de la 2e région militaire à Bonanjo, pendant les villes mortes, est venu me chercher chez moi, me disant qu'il faut qu'on aille combattre les Bamileke. Je le dis, vous savez, vous qui suivez mes émissions, j'ai une admiration particulière, une relation particulière avec Dieu. Sans être parfait, j'ai beaucoup de défauts. Mais j'ai quelqu'un que j'affectionne plus que tous ces dieux, tout en commettant quelques péchés. Donc quand je dis des choses, je le dis en regardant, en pensant à lui. Donc, Monsieur Ondoa, le colonel, je ne sais pas s'il vit encore, ou s'il est mort, bon, paix à son âme, mais s'il vit encore, vraiment, il pourra un jour se lever et démentir ce que j'ai dit. Pendant les villes mortes, les routes sont barrées. Tout est barricadé. Les Camerounais se plaignent d'un malaise. C'était dans les années 90, oui. je pense. Oui. Hein, les années, pendant les villes mortes, là, voilà. Oui, alors, les Camerounais barrent les routes, se plaignent pour leurs conditions de vie. Ils manifestent comme ça se fait ailleurs. Ceux qui ont des voitures garent leurs taxis. La majorité veut que, on dit que les Bamileke sont ceux-là qui ont de l'argent, c'est eux qui ont des taxis. Le collègue me dit, Patrick, toi tu es jeune et tout ça, bon, tu dois motiver tes compatriotes à aller brûler, fabriquer les cocktails Molotov. Vous ne pouvez pas utiliser les grenades parce que ça va se voir que c'est des militaires. Allez intégrer les casseurs pour casser encore plus et aller brûler les voitures. Nous étions dans son bureau qui était tout simplement du côté de l'entrée du gouverneur à Bonanjo. À côté du gouverneur, c'est la 2e région militaire. Donc, juste le bureau du colonel était là. J'ai regardé le colonel, j'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui sort de notre pays. Je lui ai naturellement posé la question, mon colonel, vous me demandez d'aller combattre mes parents. Il dit, c'est un ordre, vous devez aller faire ce que je vous dis. C'est des gens qui n'aiment pas le président. J'ai dit, mon colonel, ce n'est pas une question d'aimer le président. Moi, je suis entré dans l'armée pour protéger le Camerounais. Et ce Camerounais-là n'a pas d'étiquette. Nous avons tous des régions. Mais c'est protéger la Camerounaise, protéger le Camerounais et protéger et sécuriser le territoire camerounais. À la limite même, aller protéger les citoyens amis quand les voisins sont menacés. Donc, aller combattre mes compatriotes Bamileke, je trouve ça déplacé. Vraiment, excusez-moi mon colonel, je ne peux pas le faire. Vraiment. Et c'est comme ça que je lui donne mon café et je sors de son bureau. Je suis parti. Et ça s'est empiré encore. Pendant ces villes mortes-là, il y a eu une manifestation à Douala organisée par Madame Foning, père son âme, et Monsieur Grégoire Wona. Moi, je m'en vais là-bas couvrir cet événement avec mes camarades de la CEMIL. Un a été brûlé par les manifestants à la fin de la manifestation. Donc, c'est moi qui vais rendre compte à Grégoire Wona, avec pour qui nous étions pour sécuriser la manifestation, que ça se passe bien. Parce que ce que les gens ne savent pas, le militaire, quand il est là, il sert non seulement l'État, et il doit être... C'est comme s'il servait le président de la République et le chef suprême des armées. Alors, ces gens-là qui sont... Le RDPC, c'est le parti du président. Les autorités arrivent, on dit allez couvrir. Bon, on y va.
Donc, quand mon camarade meurt par la révolte de nos compatriotes qui voient ça de loin aujourd'hui, plusieurs années après, on se rend compte qu'ils avaient totalement raison, pas de brûler notre compatriote, mais de manifester leur mécontentement. Alors, je vois le monsieur Grégoire Ona et je lui rends compte. Il me dit, bon, il me dit en Petit, bon, Aman Petit, bon, ben, essaye donc de faire un rapport, faire un rapport à ce sujet-là et on verra ce que le président va faire et ainsi de suite. Les maisons de certains militaires qui ont été brûlées, et ainsi de suite, bon, on verra. Je suis rentré, nous avons fait un rapport, tout. J'ai remis moi-même le rapport de mon compatriote à M. Grégoire Ona, à mon propre. Jusqu'aujourd'hui, la famille de ces garçons n'est venue connue, on ne sait pas ce que le rapport est devenu. Mais, plusieurs années après, on apprend que le président avait demandé que les incidents qui avaient été faits à Douala, ceux qui ont perdu leur vie, que le gouvernement prenne ses responsabilités, que cette famille soit au moins encadrée. Donc, tout ce qui avait été remis pour essayer un peu de consoler la famille, Grégoire Ona a récupéré tout ça. Vous comprenez? Donc, ma révolte, quittant dans l'armée, c'est l'accumulation de tout ça. Je me dis, mais pourquoi ces enfants qui sont là au service d'un pays peuvent être traités comme ne moins que rien? Le soldat militaire ne touche rien, madame. Le soldat militaire, le soldat est comme quelqu'un qui est là en attendant qu'on vienne le tuer même à la maison. Et personne ne dira rien. Par là, dans l'aide de militaire, je profite également pour rendre hommage à un compatriote qui vient de mourir encore il y a 48 heures. Njok, René Paul, un gars du Bir. Bagarre entre les éléments du Bir, il a été poignardé et il est mort. Et ce n'est pas la première fois. En mars dernier, il y en a un qui a été tué comme ça, toujours les éléments du Bir. Mais on peut entendre, on peut comprendre qu'il y a parfois des inimitiés entre les camarades, on ne s'aime pas toujours tout le temps, mais les autorités cultivent ça. Les militaires se tuent entre eux, les militaires se tuent par les autorités, les militaires sont tués par les ennemis du Cameroun qu'on appelle Boko Haram, mais il faut faire quelque chose. Donc quand on fait la somme de tout ça, on se rend compte que, mais attention, moi j'ai refusé d'aller mourir comme un animal. Parfois aujourd'hui, les gens militent en France pour que les animaux soient tués avec beaucoup de dignité. Mais le Camerounais meurt moins que rien. Donc c'est tout ça qui vous a révolté et puis vous avez juste abandonné l'armée, quoi. C'est l'ensemble, c'est la collection de tout ça. Vous travaillez pour quoi? Vous travaillez aujourd'hui pour... Vous décidez d'être militaire, pourquoi? Vous avez choisi, par l'amour de la patrie, de protéger votre pays, de protéger la citoyenne que vous êtes, les citoyens que nous sommes, de nous protéger. Mais en retour, le président de la République du Cameroun est incapable de se lever, de rendre hommage à un militaire qui est mort et ce militaire-là qui le protège. Mais il va aller rendre hommage à un policier français. Ce qui est normal. Ce policier français qui est mort tout récemment, assassiné par des barbares, il ne protégeait pas sa maison, il protégeait les Champs-Élysées. Et sur les Champs-Élysées, ce n'est pas marqué Champs-Élysées pour Français. Il protégeait tout le monde sur ces Champs-Élysées. Il mérite les hommages et perd son âme. Il est mort au travail. Mais Paul Biya doit prendre l'exemple de ce que font les autorités françaises. Les autorités françaises, dès qu'un militaire français tombe, quel que soit son grade, quel que soit son rang dans l'armée, la France s'arrête. La preuve qu'il n'y a pas que la France qui s'arrête, le monde s'arrête puisque Paul Biya s'est arrêté pour écrire et pour envoyer un message. C'est dire le respect qu'il a vis-à-vis des autres. Mais il faut qu'il ait ce même respect vis-à-vis de ses militaires. Aujourd'hui, vous mourrez, vous n'êtes pas une propriété de l'armée. Le militaire est un fonctionnaire qui travaille avec un contrat pour une durée bien déterminée. Mais quand il meurt, on doit au moins la vérité à sa famille. Chez moi, chez les Bétis, il y a quelque chose qu'on appelle non-aou. Ça veut dire que l'histoire de la mort, de cette mort-là, qu'est-ce qui a causé cette mort? Les parents doivent dire que notre enfant est allé protéger les frontières du Cameroun. Bon, il a été tué par l'ennemi. Notre enfant est allé protéger les frontières du Cameroun. Il a été tué par un accident. Une mine est tombée, a explosé. Mais aujourd'hui, non seulement on vous cache votre corps, on le confisque, on scelle le cercueil, on ne vous dit rien. Aujourd'hui, mes investigations, les informations que nous avons sur le terrain disent que même sa femme qui est restée avec 2 enfants, elle est abandonnée là-bas de l'autre côté. Même les autorités ne vont même pas la reconforter.
Rien. Mais quand vous vivez tout ça, j'ai eu la chance dans la vie d'avoir une longue vue et d'avoir interprété ce qui va arriver demain sans être Dieu et de prendre la clé des champs pour mieux combattre cette façon de faire. Mais vous savez, vous avez très bien fait d'abandonner l'armée. Il y a des gens aujourd'hui qui font n'importe quoi. Par exemple, ce qui s'est passé à Bamenda, j'ai vu les jeunes étudiants qui ont été tabassés par les militaires. Ça fait très très mal de voir les images comme ça. Donc, c'est pas tout. Si tous les militaires étaient vraiment comme vous, c'est-à-dire que ne pas accepter de faire n'importe quoi, ça allait être une bonne chose. Vous savez, ce n'est pas une histoire du militaire, mais c'est une histoire que les autorités militaires, à la tête de M. Paul Biya, ont tribalisé l'armée. Aujourd'hui, quand vous regardez les postes militaires, vous allez voir que même si vous trouvez un Bamileke à un poste, son adjoint a plus de pouvoir que lui, il doit être un Biti. Il y a des endroits au Cameroun où vous trouvez tous les chefs d'une seule unité sont les Biti. Mais si vous trouvez un anglophone ou un Bamileke là, il est là pour essayer un peu de faire ce qu'ils appellent vulgairement l'équilibre régional qui ne sert à rien du tout. Et c'est ça qui crée des tensions comme ça. On ne peut pas fonctionner. Monsieur Biya parle de l'inertie, il est lui-même le fondateur de l'inertie. Il a cimenté l'inertie au Cameroun. Donc c'est pour ça que nos actions sont appelées à donner une autre vision de ce que nous pensons, nous, en tant que Camerounais. Et j'ai vu d'ailleurs la publication que vous avez faite des photos des militaires tués au nord du Cameroun sur Facebook. J'aimerais un peu savoir vos motivations par rapport à cette publication, quoi. Vous savez, comme je viens de le dire tantôt, le militaire n'est pas un objet. Le militaire est un être humain comme vous et moi, mais qui a choisi de donner sa vie pour les autres. Alors quand il a donné sa vie pour les autres, la moindre chose veut qu'on respecte sa vie et qu'on respecte son choix et qu'on respecte aussi sa mort. Il apparaît aujourd'hui que, vous savez, obtenir des photos comme ça, ce n'est pas, on se lève pas un matin pour obtenir des informations de ce genre. Ah oui. Mais c'est les militaires qui sont mécontents, qui disent, bon voilà. Ils reconnaissent en Patrice Numa, c'est lui-là qui a quand même le courage de dire ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand vous êtes militaire, mon frère Junior Zogo a souvent l'habitude de dire la grande muette. On vous demande de mourir comme un serpent. Ne rien dire, vous souffrez, vous ne dites rien. Donc moi, je ne peux pas supporter ça. Donc, ces photos que vous avez vues, c'est des camarades qui ont sauté sur une mine artisanale qui a été fabriquée par une bonbonne de gaz, fabriquée par des gars de Boko Haram. À leur passage, la mine a explosé. Vous avez vu les fesses complètement déchiquetées, d'autres sont morts avec les têtes coupées, d'autres sont encore vivants, mais les fesses complètement décapitées. Alors, ce que vous n'allez pas comprendre, c'est que ces enfants, beaucoup pouvaient être sauvés. Mais l'armée camerounaise ne déplace l'hélicoptère que quand ça concerne un officier. C'est-à-dire, quand il vous arrive un problème, il y a des talkie-walking, il y a des téléphones, vous appelez, non, les autorités ne bougent pas. Parfois, les militaires camerounais sont aidés par les gars du Nigeria. Et le temps que l'hélicoptère quitte le Nigeria pour venir vous aider sur place, vous prendre l'amenant pour vous amener à l'hôpital à Maroua, le bilan devient plus lourd. On compte plus de morts. À quoi servent les voitures à voilure qu'on appelle des hélicoptères? À quoi servent ces avions? À quoi servent le matériel qui est là pour l'armée? Donc, en publiant ça, c'est un message. Mais pourquoi les enfants partent mourir parce qu'ils défendent la République? Ils vont être assassinés comme ça, comme des chiens, comme des moins que rien. C'est un message que ces militaires me demandent de passer, non seulement aux autorités camerounaises, passer ce message-là à nous autres de la diaspora, qu'on se pose des questions, qu'on trouve des solutions, et aussi interpeller la communauté internationale qui est quand même au courant de cette histoire de Boko Haram, qui est une Boko Haram qui concerne le gouvernement de Paul Biya, et Boko Haram qui vient du Nigeria, Boko Haram étatique de Paul Biya et Boko Haram du Nigeria. Au milieu, vous avez le peuple camerounais et les militaires camerounais qui meurent. Donc, ces images-là avaient pour but
de frapper les esprits qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. Parce que quand vous voyez rien que des cercueils, on vous met le cercueil, on met un verre jaune. La seule chose qui vous choque, c'est que vous voyez un cercueil et un drapeau dessus, ça fait beau. Vous voyez le verre jaune comme celui-là. Mais là-dedans, il y a des corps décapités de la pire des façons, madame. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Le militaire n'est pas appelé à mourir comme ça. On est appelé à mourir parce qu'on a fait un choix de vie, défendre notre pays, défendre l'intégrité de notre pays, mais on veut être respecté. Vous avez vu tout récemment, vous avez participé à ce qu'on appelle l'effort de guerre, que les militaires ont cotisé, l'effort de guerre que les militaires ont reçu de nos parents. Beaucoup de Camerounais ont contribué. Les hommes d'affaires, les mamans qui vendent des tomates au quartier, ils ont contribué à l'effort de guerre pour aider les militaires. Bon, pour votre information, l'effort de guerre a été détourné. Ce n'est pas la première fois. Contre Komini, M. Zoromo avait détourné l'argent des lions indomptables. Jamais les gens ne sont punis. Et les officiers qui ont détourné ça, qu'est-ce qu'on a fait? On les a affectés dans d'autres unités. Ils sont exempts de passer au tribunal militaire. Mais un militaire, aujourd'hui, les prisons au Cameroun et les cellules sont pleines de militaires qu'on dit on leur a donné une permission, il est revenu peut-être avec un jour de retard, on le met en cellule, tribunal militaire. Et vous savez pourquoi on envoie au tribunal militaire? C'est tout simplement parce qu'on va lui demander de payer 1 million de francs CFA pour sortir de prison. C'est comme ça que chacun mange à tous les postes. Parce que les militaires sont devenus, non seulement ils défendent de l'autre côté sans matériel, sans rien, mais ils sont devenus de l'autre côté des produits à exploiter. Donc, on va récupérer les enfants au quartier pour venir entrer dans l'armée, pour devenir des produits à exploiter pour des officiers de l'armée. Donc, ces photos avaient pour objectif de frapper les esprits d'un, et de l'autre côté, passer un message que nos frères qui meurent, qui combattent pour nous, pour notre pays, meurent comme des animaux, et nous devons y réfléchir à ce sujet. Et pour conclure, je voudrais aussi interpeller à travers les éditions Sopi Prod, interpeller certains d'entre vous, certains médias, certains journalistes, parce qu'il y en a beaucoup de journalistes parmi vous, certaines personnes de la communication. J'ai suivi tout récemment l'arrestation de l'un de nos compatriotes journalistes qui travaille pour RFI. Il a été condamné à 10 ans de prison. Il a été condamné à 10 ans de prison parce qu'on dit qu'il a fait la rétention d'une information concernant les terroristes. Je tiens à rappeler ici que ce journaliste, il est dans le cadre de son activité professionnelle. Il n'est pas appelé à dévoiler ses sources. Et quand bien même on donne les sources au Cameroun, personne ne fait rien pour pouvoir mener à bien une opération ciblée. Je vais vous dire une chose. Pourquoi je le dis? Ce journaliste a été arrêté et mis en prison, condamné il y a quelques jours à 10 ans de prison. Mais ce que les Camerounais ne savent pas, ou bien ce que le gouvernement camerounais ne veut pas dire, c'est que le gouvernement camerounais est plus en contact avec les terroristes que les journalistes ou que toute autre personne. Pour aller libérer les otages français, ils ont été en contact avec les terroristes pour bien négocier. Ils sont allés donner de l'argent aux terroristes pour négocier. Ils savaient où se trouvaient les terroristes. Ils savaient comment faire pour les trouver. Ils ont bien mis les démarches pour aller rencontrer les terroristes. Pourquoi ne sont pas allés arrêter les terroristes? Aujourd'hui, on vient arrêter un journaliste qui fait son métier pour avoir dénoncé, pour n'avoir pas dénoncé où se trouvaient les terroristes. Et si c'est son métier, il informe, il peut venir dire, bon voilà, aujourd'hui, il y a certainement quelque chose qui va se passer quelque part dans la ville. Il donne ça comme information, sans donner les sources, comme nous d'ailleurs, comme les militaires et les policiers. C'est d'abord le service de renseignement camerounais, la sécurité militaire, le B2, le renseignement dans tous les services qui doit investiguer, infiltrer. Ils ont tous peur de mourir. Mais pour gagner de l'argent, ils sont trop forts. Donc, je voulais donc faire un petit message là-dessus pour dire que voilà, Paul Biya est en train de vouloir faire le chantage. Parce que comme les élections arrivent, il veut prendre RFI en otage et prendre le peuple français et les autorités françaises en otage pour faire un effort que voilà, ne vous occupez pas de mes activités, sinon je vais détruire RFI au Cameroun, je ne veux plus faire entendre parler de lui, ou bien alors votre le correspondant va rester en prison. Paul Biya est maître de ce genre de chantage, il a fait ça tout le temps.
je vois la guitare dans votre maison. On passe à un autre sujet parce que je voudrais savoir si c'est une passion pour vous et si oui, est-ce que vous pouvez me faire une petite note avec votre guitare? Vous savez que ce n'est pas forcément une passion personnelle. Le militaire d'abord est un chanteur puisque la chanson pour nous est une forme de motivation. C'est-à-dire quand on va dans l'armée, si vous étiez mauvais chanteur au quartier, dans l'armée, vous devenez un plus grand, c'est-à-dire vous pouvez me chanter à l'opéra. Mais nos chansons sont toujours des chansons de guerriers, de combattants et tout ce que vous pouvez imaginer. Non, j'aime la musique. J'aime la musique camerounaise, j'aime les artistes camerounais, les vrais. Pas ce qui est devenu aujourd'hui, on chante tout et n'importe quoi. Quel est votre chanteur? Oh, je ne saurais pas vous dire mon chanteur préféré. J'aimais beaucoup Tchana Pierre, paix à son âme. J'aimais beaucoup Zanzibar, la période de Mbanga. J'aime les chanteurs à texte. Et parmi les jeunes aujourd'hui? Parmi les jeunes aujourd'hui, c'est difficile à dire, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne chante que le caleçon, on ne chante que collé, on ne chante que... Vous savez... Mais ça fait danser? Oui, il y a une éducation. Vous savez, chez nous, on a des valeurs à défendre. On a aujourd'hui beaucoup de valeurs à préserver, culturelles. Donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Ça nous fait toujours plaisir de dire que l'Afrique, la mère de l'humanité. Mais aujourd'hui, cette génération, aujourd'hui, nous n'incarnons pas beaucoup. Quand vous voyez ce que nos compatriotes font sur Internet, les filles qui viennent tailler des pipes, je vais le dire comme ça pour que chacun comprenne ce que c'est, viennent tailler des pipes, ça se filme, elles sont des Camerounaises, ils viennent dire je vends le piment, il faut combattre ça. On ne vous empêche pas de faire quoi que ce soit. Qui est plus prostitué aujourd'hui que les filles des autres pays? On trouve des prostituées partout, c'est d'ailleurs le plus vieux métier. Mais faites ça chez vous. On a vu une maman elle dit qu'elle a 54 ans l'autre jour en Suisse, mais ce n'est même pas son vrai âge, parce que nous on avait publié ça, un truc comme ça depuis. Cette femme elle est plus âgée que ça, elle venait de perdre même d'ailleurs un enfant, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, elle va montrer, j'ai dit, le lit de la femme là, à la taille de ma table là, la table que vous voyez là, elle dort là, et allez voir le prix qu'elle paye. Je pense que ce sujet-là, vous allez même encore le développer encore plus avec Hilaire. Mais j'aurais bien aimé une petite note avec votre Ok, guitare. très bien. Pour vous, je ferai une petite... je vais juste vous faire une petite entrée de quelque chose. Merci. Parce que